Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat, bienvenue dans votre émission. 1h20 pour mieux comprendre les grands faits de l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. L'émission est en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Il faut bien sûr intervenir comme d'habitude en direct sur notre page Facebook. C'est facebook.com/le grand débat. Africa numéro 1, le grand débat. Francis Laloupo. Le grand débat aujourd'hui, les Sénégalais de l'étranger face aux enjeux des prochaines élections législatives. Pour la première fois, lors des législatives du 30 juillet prochain, les Sénégalais seront appelés à élire des députés de l'étranger. Quels sont ces nouveaux candidats dévoués à la cause de leurs compatriotes résidant à l'étranger et quels projets portent-ils pour leurs électeurs? En quoi ces législatives influeront-elles sur la situation des émigrés sénégalais? Quel est l'impact de la situation politique intérieure sur la campagne de ces candidats de l'extérieur? Quel sera le degré de mobilisation des électeurs face à un scrutin marqué par la division de l'opposition et un nombre record de candidats? Nous parlerons de tout cela avec nos invités dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. Retrouvez le grand débat donc sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Dakar, à Cotonou, à Washington, d'ici à New York, à Édimbourg, encore à Montréal. Et bienvenue à nos nouveaux amis sur Facebook. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. Les Sénégalais se rendront donc aux urnes le 30 juillet prochain pour élire leurs députés. Grande nouveauté pour ce rendez-vous électoral, l'élection de députés de l'étranger. Les enjeux de ce scrutin dans ce grand débat avec nos invités. Ndiaye Satala Diop, bonsoir. Bonsoir. Ndiaye Satala Diop, vous êtes candidate des Sénégalais de l'étranger, bien sûr, tête de liste de la coalition Manko Tahaou Sénégal, voilà. Dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Dembasso est avec nous. Dembasso, bonsoir. Bonsoir. Candidat des Sénégalais de l'étranger également, tête de liste de la coalition présidentielle Beno Bok Yakar dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Vous êtes coordinateur de la DSE APR France, c'est la direction donc de Sénégal de l'extérieur, la DSE APR. Dorossi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat des Sénégalais de l'étranger, tête de liste de la coalition Oser l'avenir dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Vous nous en direz davantage sur cette coalition Oser l'avenir qu'on connaît évidemment beaucoup moins que les deux autres candidats, les deux autres coalitions que j'ai citées précédemment. Avec plaisir. On va faire un tour de table. On va d'abord parler d'une des particularités de ce scrutin, un nombre record de candidats avec pas moins de 47 listes différentes contre 24 seulement en 2012. C'est vrai que ça n'est jamais vu dans l'histoire des élections au Sénégal. Ndiaye Satala Diop, comment les électeurs vont-ils se retrouver dans ce nombre pléthorique de candidats? Et difficilement. Oui. Difficilement. Ce n'est pas une chose qu'on avait souhaité. Mais vu ce qui se passe au Sénégal, je pense que c'est ça qui a poussé pas mal de personnes à partir et à essayer de tenter leur chance. Et tout ça pour aider la population sénégalaise. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que si on est élu, on est là pour la population et pas pour nous-mêmes. Et ça, il faut que les gens le sachent dès maintenant. Moi, je me suis dévoué pour ça. C'est uniquement pour que mon pays aille de l'avant. Il faut savoir que quand on est venu en France, c'est pour chercher et c'est pour toujours retourner chez nous. Voilà. Vous dites, vu ce qui se passe au Sénégal, que c'est parti au Sénégal et qui suscite autant de vocations? Ben écoute, ce qui se passe au Sénégal, je pense que personne ne l'ignore. La démocratie a beaucoup reculé. Du temps de Senghor, c'était le PS. Abdoulaye Wade s'est battu et la démocratie a pu s'installer. Mais depuis l'arrivée de la nouvelle majorité présidentielle, pour ne pas le citer, monsieur le président Macky Sall. Vous avez parlé de Senghor, mais sans passer par Abdou Diouf. Vous êtes arrivé directement à Abdoulaye Wade. Oui, parce que Abdou Diouf a trouvé aussi Abdoulaye Wade. Abdou Diouf est venu après Senghor. C'est ça. Donc la démocratie a continué. Abdoulaye Wade s'est battu à plusieurs reprises et finalement ça s'est installé. Actuellement, on est dans un recul. On est dans un recul démocratique et je pense qu'on va en reparler plus profondément dans le cours de ces échanges. Mais quels sont les signes de ce recul de la démocratie dans votre pays précisément? Parce qu'on en parle beaucoup, mais est-ce que vous avez quelques exemples concrets? Exactement. Ça a commencé par Karim Wade.
Karim Wade a été mis en prison parce que Karim aussi a montré ses ambitions. C'était un concurrent potentiel. Il a été mis en prison pendant 3 ans. On ne sait pas si vraiment c'est vrai ou pas. On n'a jamais eu de preuves tangibles. Moi, Mais là, il a été condamné, ceci. Il a été condamné. Oui. Mais, sauf que au Sénégal, on ne parle pas de séparation de justice là. Vraiment. Le pouvoir et la justice ne sont pas du tout... Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Karim a été condamné 3 ans. 3 ans après, on le sort en pleine nuit. On appelle ça un exil. Moi, j'appelle ça un exil. Sortir quelqu'un de prison en pleine nuit, le mettre dans un avion, l'amener à Dubaï. Voilà. Oui. L'amener à Dubaï où il n'a aucune famille. Appelez-moi ça quoi, mais pour moi, c'est un exil. C'était un candidat potentiel. Khalifa Sall aussi. Khalifa Sall, le maire de Dakar. Le maire de Dakar. A commencé. Qui est toujours en prison depuis 100 jours. Avant lui, on a pris tous ses acolytes. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a remis en question l'immunité parlementaire de Barthélémy Diaz, alors qu'avant 2012, le président Macky Sall soutenait Barthélémy Diaz sur cette accusation d'avoir tiré sur des nervis. Il était vraiment avec lui. Et maintenant, il a vu que Khalifa était entouré et de Barthélémy et de Bamba Fall. Donc, il fallait remettre ça pour lui retirer son immunité parlementaire et remettre cette accusation maintenant sur la table. Donc, il y a eu ça. La directrice de cabinet, l'honorable Aminata Diallo aussi, il y avait suspicion d'enlever son immunité parlementaire. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas fait. Bamba Fall a été mis en prison pour une histoire qui est interne au PS, ce qui est très déplorable. On a accusé des personnes à tort, parce que moi, entendre dire qu'on les accuse de tentative d'assassinat pour des personnes qu'on dit qu'on leur a versé du sable et de l'eau, depuis quand le sable, verser quelqu'un du sable ou de l'eau est un assassinat? On va continuer de faire ce tour de table à propos de ce nombre pléthorique de candidats, 47 listes différentes pour ces élections législatives. Dembasso, votre réflexion à propos de cette offre politique pléthorique? Bien. Est-ce que vous partagez le même constat? Non, il y a un paradoxe à parler de recul de démocratie et de pléthore de listes. Oui. Donc, à mon avis, c'est parce que la démocratie est aussi représentative et large qu'il y a 47 listes. On n'y peut rien, 46 listes ou 50 listes. Comment voulez-vous limiter? Parce que la preuve, c'est que les listes ont été validées par le ministère de l'Intérieur. C'est que donc elles sont conformes. Mais Ndiaye Satala Diop disait c'est parce que voilà, il y a une situation alarmante dans le pays, il y a une crise de la démocratie sénégalaise, que c'est pour cela qu'il y a autant de vocations suscitées, de vocations politiques en tout cas. C'est la préoccupation des Sénégalais, enfin, puisque nous parlons des élections législatives pour régler les problèmes des Sénégalais par des projets de loi à l'Assemblée. Je pense que ça n'a rien à voir. Bon, moi je peux comprendre sa position, mais je ne l'accepte pas. Parce que moi je n'ai jamais mis en cause l'indépendance de la justice de mon pays. Khalifa Sall, qu'on a accusé de détournement, n'est pas encore jugé. Il bénéficie de la présomption d'innocence, d'où le fait de pouvoir être tête de liste. Mais il est en prison quand même. Il n'est pas jugé. Donc moi, je suis venu pour parler... C'est la tête de liste de la coalition Manko Tahaou, il faut le préciser, qui est donc le maire de Dakar, qui est en prison depuis 100 jours. Oui, mais la liste a été validée. On n'a pas dit qu'on ne la retient pas parce qu'il est en prison. On ne l'a pas dit. Donc c'est un constat. Pas la meilleure position pour faire campagne. Au moins, il a candidaté, il a déposé sa liste qui a été reconnue et validée au même titre que celle de Benno Bokayakar ou de Ose l'Avenir d'Orsi qui est ici. Donc je pense que c'est au-delà de ces péripéties. Et en plus, sincèrement, si les gens aspirent, comme il dit peut-être aussi, il y a des positionnements de poste pour être personne, mais si on sait vraiment le rôle du député, avec tout ce que ça comporte comme sacrifice et investissement, je ne pense pas qu'on candidate juste pour avoir les conforts de la fonction. Si vraiment on juge son rôle de député, au sens noble de représentant du peuple, je ne vais pas y aller pour avoir une 4x4 ou un siège ou des voyages ou des missions. Moi, en tout cas, ma conviction et mon engagement ne sont pas liés à ces choses-là. Je pense que nous y reviendrons. Maintenant, il va peut-être falloir réglementer ces choses-là dans l'avenir pour voir comment on peut se faire. Justement, parce que Dorossi, plusieurs observateurs sénégalais indiquent qu'avec un tel nombre de listes, il faudrait à chaque électeur plus de temps que d'habitude dans l'isoloir pour faire son choix. Voilà. Et du coup, certains craignent un fort taux d'abstention. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est vrai que c'est une situation atypique. Nous avons 47 listes
Et cette situation, je pense qu'elle peut être source de problèmes, de lenteur dans le processus démocratique. Déjà ici en France, dans notre zone, jusqu'à présent, les cartes ne sont pas encore distribuées. Oui. Donc, il peut, à la limite, y avoir des perturbations, puisque toutes les cartes risquent d'être concentrées au consulat pour que 33 000 personnes se déplacent au consulat pour récupérer leurs cartes. Imaginez ce que ça va faire sur une fréquence ou bien sur un délai de 15 à 20 jours. Donc, ça peut être assez déstabilisant. Mais cette situation, elle est de la responsabilité de l'État sénégalais. Je pense que l'Assemblée nationale, la 12e législature, elle aurait pu s'emparer de cette question avec l'État pour pouvoir réguler un peu la démocratie sénégalaise. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans le démocratisme, c'est-à-dire que chaque personne, chaque groupuscule puisse venir déposer ses listes. Il faut quand même tenir compte de l'histoire, du processus, ce qu'a vécu cette liste et pouvoir accepter ou refuser. Mais accepter tout le monde aussi, il faut qu'on y réfléchisse. Et je pense que la 13e législature pourrait remédier à cette question-là. Je veux votre commentaire aussi sur un fait récent. Au cours d'une conférence de presse récemment, Mamadou Diop Decroix, secrétaire général de l'AJ-PADS, membre de la coalition Ouattou Sénégal, dirigé par l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, Mamadou Diop Decroix donc, a affirmé que, je cite, parmi les 47 listes, beaucoup sont financées par le régime en place. C'est quand même une affirmation plutôt grave, non, Dorossi? Absolument. Moi, je pense que quand on est dans le jeu démocratique, on doit se respecter tous. Moi, je pars du principe que toutes les listes sont respectables puisqu'elles sont acceptées par l'État et que le jeu est ouvert. Le contenu des programmes, les populations doivent le voir l'histoire des personnes qui l'animent et voir aussi le sérieux qui les entoure. Mais lorsqu'on va sortir de cette situation, j'aurais bien voulu que la 13e législature s'empare de cette question avec l'exécutif pour que cette question soit mise sur la table et qu'on puisse en discuter. La démocratie sénégalaise, elle était en avance sur beaucoup de pays. Mais actuellement, il faut remarquer qu'il y a des lenteurs. Ndiaye Santana Diop, c'est plutôt grave comme affirmation quand même, d'affirmer que le régime en place aurait financé une bonne partie de ces listes pour brouiller peut-être la compétition. Je pense que diviser pour régner existe. Parce qu'il y a des personnes qui ont présenté des listes et qui étaient vraiment en compagnonnage avec le régime en place. Je cite quelqu'un comme Ousmane Gom, qui était pressenti parmi les gens qui iraient à Rebeuss et qui n'y a pas été, qui est parti se coller à M. Macky Sall et qu'actuellement il a sa liste. Ces gens-là, rien ne me dit qu'ils ne sont pas animés par ce processus de diviser pour que les gens aient beaucoup plus à réfléchir qui je prends. Mais j'espère qu'avec les programmes qu'on va donner, les gens seront fixés et arrivés dans les bureaux de vote. J'espère vraiment que ça se fasse assez facilement. Je pense que quelqu'un qui suit vraiment la politique, on regarde le programme de tous les candidats. Quand on arrive, en général, on n'est pas indécis. On sait pour qui on va voter. Par contre, le processus, est-ce qu'on nous exige de prendre les 47 listes ou est-ce que ça se fait comme en France, prendre 2 bulletins minimum pour garder la confidentialité? Je pense que ça devait être réfléchi, mais en amont. Je pense qu'actuellement, il est un peu trop tard de penser à ça. Il fallait y penser un peu plus tôt. 47 listes, exiger que chacun prenne une liste, ça, je pense, j'appelle ça de la maltraitance. Il faut penser aux vieux. Les difficultés, ceux qui ont des difficultés de mobilité, toutes ces personnes, est-ce qu'on a pensé à eux pendant ce vote? Et on a vu comment se passent les votes pour le Sénégal. C'est la queue. On fait la queue. La dernière fois, en 2012, j'ai vu, c'est les CRS qui régulaient. Moi, j'ai fait la queue. Avec 47 listes, on pourrait fermer les bureaux de vote à minuit, à ce rythme-là. Mais non, le lendemain, on va faire le vote sur 2 jours, je pense. Et je ne vous parle pas du dépouillement après. Il y a des personnes, et puis, on est des Africains. On sait qu'on a des papas, des tontons qui sont analphabètes. Ces personnes-là, comment ils vont faire? Voilà, comment ils vont faire? Ici, en France, quand on vote, nos parents analphabètes, au moins on a l'enveloppe des bulletins à la maison.
tu as le petit-fils ou l'enfant qui peut te choisir le bulletin que tu veux, tu mets dans ta poche, arrivé, tu mets dans l'isoloir, tu mets dans ton enveloppe. Mais là, par contre, c'est une vraie torture qu'on nous a mis. Merci, M. Macky Sall. Voilà. Je veux qu'on fasse au point un peu sur la situation, sur le climat, évidemment, préélectoral. On parlera évidemment tout à l'heure de vos programmes, de votre campagne à proprement parler. Demaso, un commentaire sur cette affirmation plutôt grave de Mamadou Diop de Decroix, qui affirme donc que le régime aurait financé des listes. C'est une drôle de stratégie. Il n'y a pas de démenti de la part du pouvoir. Le pouvoir pourrait engager, je ne sais pas moi, déposer une plainte pour diffamation. Ça n'a pas été le cas, non? Justement, vous avez tout dit, Francis. Il n'y a pas de réaction du pouvoir. Oui. Parce qu'ils le font à dessein. Ils sont dans l'outrance. Le pouvoir est parfois plus réactif que ça. Oui, mais c'est-à-dire que nous sommes préoccupés pour résoudre les problèmes des Sénégalais. Diop Decroix, on sait son histoire politique. Il était avec Landing Savané. Oui. Il est parti avec Abdoulaye Wade, qu'il a divisé avec Landing Savané. Jusque-là, c'est pas un délit, c'est pas un délit. Mais j'ai pas fini. Maintenant que j'ai une politique extraordinaire, c'est quand les gens parlent, j'écoute. Je ne peux pas couper les gens. Je suis ainsi fait. Donc je disais qu'effectivement, il l'a dit peut-être pour qu'on l'arrête, mais nous, on n'a pas le temps. Ce qu'il dit, il n'a qu'à fournir les preuves de ses affirmations. Oui. Enfin, c'est lui qui le dit. Oui, mais ça n'engage que lui, Francis. Ça a un impact au sein de l'opinion. Le pouvoir ne répond pas, comme vous dites. Le pouvoir est dans l'organisation, comme dit Dor, et là, je le rejoins. Mais pas sur les modalités, comme on dit, mais sur la 13e législature doit s'emparer de ces problèmes pour régler quand même, et réguler, si je puis dire. Parce qu'en plus, je trouve une antinomie entre réguler et démocratie. Mais en même temps, on ne peut pas se permettre ce genre de truc. Mais en même temps, voilà. Mais là, je suis entièrement d'accord avec lui. Si on est sérieux et qu'on veut organiser notre pays, on va avoir une Assemblée nationale digne d'une grande démocratie comme le Sénégal, qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut penser à ces choses-là. Mais les élucubrations de Diop Decroix n'engagent que Diop Decroix. Voilà. Ça vous laisse indifférent. Parce que le travailleur qui est dans le foyer, qui attend les propositions que nous allons faire là, n'en a cure de ces accessions, quoi. Ndiaye Santana Diop, alors parlons de la coalition, de votre coalition Manko Taxawu au Sénégal. Oui. Donc vous représentez ici une coalition de l'opposition qui n'est pas parvenue, il faut dire, à une alliance avec le PDS d'Abdoulaye Wade, qui a constitué lui aussi par ailleurs une autre coalition de l'opposition, la coalition gagnante Watou Sénégal. Oui. Du coup l'opposition part divisée cette compétition, disons en ordre dispersé en tout cas, ce qui fragilise ses chances face au pouvoir. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas eu cette union sacrée de l'opposition face au pouvoir? Voilà, ça on le regrette, je pense que tout le monde le regrette, sauf que nous on n'est pas aux manettes. Vraiment, nous dans notre côté, on était pour cette coalition, on a beaucoup travaillé pour mettre cette coalition en place, sauf que d'après ce qu'on a su, eux ils avaient déposé déjà leur caution à part. Donc ça veut dire vous ne faites plus partie. Donc, quand vous dites eux, ce sont donc le groupe de Manko Watou Sénégal. Watou Sénégal. Donc du coup, nous aussi, on est obligé de continuer notre petit bonhomme de chemin. On a nos convictions, on y tient. On croit dur aussi de pouvoir gagner et de pouvoir changer cette Assemblée nationale. Parce que moi... C'est une occasion manquée? Non, on ne va pas rater cette occasion. Oui. On se battra bec et ongle pour pouvoir intégrer... L'occasion manquée de constituer, je dirais, une opposition unie face au pouvoir. Écoutez, il y a des personnes sensées quand même. Il y a des personnes sensées qui étaient dans cette coalition et qui vraiment déplorent que ça soit passé. Sauf qu'après, chacun est libre de voir qui je vais suivre. Il y en a qui continuent de suivre Manko Watou Sénégal, comme d'autres ont choisi de venir avec nous, Manko Taxawu Sénégal. Et on les en remercie. Mais c'est quelque chose de déplorable que les gens ne puissent pas s'entendre en politique. En tout cas, il semble que le pouvoir se réjouit de l'impossible union de l'opposition. Je vais juste citer ce commentaire du directeur du journal sénégalais Quotidien qui a indiqué que, je cite, le président Macky Sall craignait un regroupement de l'opposition face à lui, même s'il doutait que cette coalition puisse tenir jusqu'aux élections. On va continuer d'en parler. Madame, messieurs, après la publicité, on marque une pause. Retour dans 2 petites minutes pour la suite de ce débat consacré aux élections législatives au Sénégal, qui se tiendront donc le 30 juillet prochain. Et nous parlerons dans ce grand débat spécifiquement de la campagne des candidats de l'étranger, puisque il y a une nouveauté aujourd'hui pour ces législatives au Sénégal, c'est le vote pour des députés de l'étranger. A tout de suite, restez avec nous. Africa, le grand débat avec Francis Laloupo.
Élections législatives au Sénégal, les Sénégalais qui se rendront donc aux urnes le 30 juillet prochain pour élire le député. Et la grande nouveauté, c'est pour ce rendez-vous électoral, c'est bien l'élection de députés de l'étranger. Nous parlons des enjeux de ce scrutin avec nos invités. Ndiaye Santala Diop, candidate des Sénégalais de l'étranger, tête de liste de la coalition Manko Tahaou Sénégal dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Dembasso est avec nous, candidat des Sénégalais de l'étranger, tête de liste de la coalition présidentielle Beno Bok Yakar dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Coordinateur en France de la délégation des Sénégalais de l'extérieur de l'APS, l'Alliance pour la République, le parti présidentiel au Sénégal. Dorossi est avec nous également, le candidat des Sénégalais de l'étranger, tête de liste lui aussi, mais de la coalition Oser l'avenir dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Dorossi, vous voulez intervenir sur cette division de l'opposition, en tout cas cette impossible union sacrée de l'opposition face au pouvoir aujourd'hui? Alors, moi j'ai tendance à dire que quand est-ce que le Sénégal, on sera dans une approche de cohérence dans l'action politique? On n'est pas obligé de tous nous rassembler en n'ayant aucune conviction commune, aucune référence commune, et on veut travailler pour les Sénégalais. Moi, je pense que l'exemple d'Emmanuel Macron qu'on vient de citer tout de suite est pertinent. Enfin, qu'on a cité hors antenne, on en parlait hors antenne. Oui, on en a parlé, mais on en a parlé. Mais c'est un exemple pertinent, on peut l'utiliser. Une personne qui a pris ses responsabilités, qui s'est adressée au peuple français avec une cohérence dans sa ligne, et le peuple français l'a rejoint. Donc moi, les montages, les alliances, les regroupements contre nature que j'ai dénoncés d'ailleurs au Parti socialiste, parce que moi j'ai toujours dénoncé le Beno Bok Yakar. J'ai toujours pensé que le Parti socialiste devait revenir dans l'opposition et se battre de façon loyale. Oui. D'accord? Oui. Donc, nous, au niveau de la coalition Oser l'avenir avec Maître Aïssata Tall Sall, on a été dans cette ligne de cohérence. On aurait bien aimé travailler avec Khalifa Sall, mais ça ne s'est pas fait. Mais nous, on ne va pas rejoindre le président Wade ou bien Idriss Seck pour essayer de construire un projet que personne ne comprend. Oui. Nous, on est resté dans la cohérence. C'est cette cohérence-là qu'on propose au peuple sénégalais et cette cohérence-là aussi qu'on propose à la diaspora. Et j'espère qu'on va venir sur ces questions. Puisque vous avez la parole de Rossi, il faut dire, voilà, chacun a sa cohérence finalement dans cette affaire, parce que vous parlez de votre cohérence à vous. Vous êtes candidat d'une coalition donc nommée Oser l'avenir, dirigée par Aïssata Tall Sall, membre du Parti socialiste, donc le PS, ce Parti socialiste qui soutient, donc vous venez de le préciser, la coalition Beno Bok Yakar, la majorité présidentielle. Alors, est-ce que votre coalition Oser l'avenir est une dissidence du Parti socialiste? Et comment vous expliquez votre cohérence à vous par rapport à votre parti? Ce que je dois rappeler, c'est que Maître Aïssata Tall Sall a eu un comportement que tout le monde a salué au niveau du Parti socialiste. Oui. Elle a toujours appelé à ce qu'il y ait plus de démocratie dans le Parti socialiste. Oui. Elle s'est battue. Elle s'est battue face à Ousmane Tanor Dieng, qui s'est présenté pour diriger le parti au poste de secrétaire général du parti. Au milieu du vote, je dis bien au milieu du vote, sa candidature a été retirée. Oui. En partant de cet élément, comment peut-on dire que Maître Aïssata Tall Sall est en dissidence? Elle n'est pas en dissidence. C'est le parti qui est en dissidence de démocratie. Ah oui. Mais oui. Et donc, elle a continué sa démarche. Et heureusement, au Sénégal, tout le monde n'est pas dans le Parti socialiste. Certains dans le Parti socialiste l'ont soutenu comme moi, et d'autres en dehors du Parti socialiste l'ont soutenu. Et elle a continué cette démarche-là en créant ce mouvement Oser l'avenir. Et ce mouvement-là, c'est un courant dans le parti, ou alors c'est carrément un mouvement qui se situe en dehors du parti? Mais le parti, tant qu'il reste dans l'incohérence, dans le fait accompli, dans des décisions qui n'ont pas l'approbation des militants, ce parti n'existe pas. Parce que ce parti-là, il n'y a pas eu de débat sur les questions concernant les législatifs, il n'y a pas eu de débat sur les orientations du parti par rapport à notre alliance avec Macky Sall. Toutes ces questions-là ont été mises en sourdine sous simplement le sceau de la course au poste qui sont notés entre Ousmane Tanor Dieng. Alors quand on entend certains membres du Parti socialiste, vous seriez menacé d'exclusion du parti. En tout cas, Aïssata Tall Sall serait menacée elle et puis ses partisans seraient menacés d'expulsion. Comment expliquez-vous que cette mesure ne soit pas encore prise? Non, mais parce qu'ils sont toujours dans l'incohérence. Déjà, Ousmane Tanor Dieng, qui se réclame secrétaire général du parti, pour moi, il est autoproclamé.
il est illégitime. Lui, il ne peut pas prendre une décision compréhensible pour le peuple sénégalais concernant Maître Aïssata Tall Sall. Maître Aïssata Tall Sall a été dans la cohérence. Ce qu'elle a dit pendant le lancement de son mouvement, c'est qu'elle a pris ses responsabilités. Le parti n'a qu'à prendre ses responsabilités. Nous, on est dans une autre démarche. On est face au peuple sénégalais sur des questions concernant cette législature qui arrive, qu'on va faire des propositions par rapport à notre programme et le peuple sénégalais va trancher. De toute façon, le Parti socialiste, il est dans l'incohérence la plus totale. La preuve, je vous donne l'exemple ici en France. Le Parti socialiste, qui est un peu proche de Ousmane Tanor Dieng, est dans Benno Bokk Yakaar. Les personnes qui ont été choisies pour être députés, des candidats dans le Benno Bokk Yakaar, il n'y a que des gens de l'APR. Il y a une personne qui n'est pas de l'APR, qui est suppléante. Donc je vous dis simplement... Alors votre parti est en crise manifestement, parce que voilà, quand même depuis longtemps. Depuis le départ du président Abdou Diouf en 2000, ce parti n'a jamais retrouvé une position forte sur la scène politique sénégalaise. Pourquoi avez-vous gardé le même premier secrétaire, le même dirigeant, M. Ousmane Tanor Dieng, depuis maintenant 17 ans? On ne l'a pas gardé. Il s'est autoproclamé. Mais c'est important. Mais il y a des élections quand même. Non, mais il y a des élections, mais il n'a jamais accepté de faire fonctionner les statuts et règlements intérieurs. Vous voulez dire qu'Ousmane Tanor Dieng a pris en otage le PS? Absolument. Ah oui. Absolument. Votre commentaire, Ndiaye Satala Diop. Tout à fait d'accord. Il a pris en otage le parti. Pas de congrès. Les dernières cartes d'adhésion datent de quand? Demandez. 2009. Depuis 2009, il n'y a pas une nouvelle carte d'adhésion. Je m'adhère en 2017, on te donne une carte de 2009. C'est pas cohérent, ça. Moi, au mois d'octobre, je suis parti à Dakar. J'ai été à la maison du parti et j'ai demandé au permanent. Je lui ai demandé, mais vous vous rendez compte, moi, en France, je ne peux pas vendre quelqu'un une carte où c'est estampillé 2009. Je lui vends ça en 2016 en lui disant, tu es adhérent. Il se dit, tu te fous de qui, là? Et donc, il me dit, mais ne vous inquiétez pas, il y en a qui sont imprimés en 2013. Je dis, vous savez que vous êtes dans l'illégalité, là. Et c'est vrai. Ici, en France, on est adhérent dans un parti politique. Moi, je suis adhérente au Parti socialiste français. Chaque année, j'ai ma carte. Je paye mon adhésion, j'ai ma carte. Mais un parti où, depuis 2009, il n'y a pas eu de congrès pour qu'on fasse des cartes, on doit se poser des questions. Lui, il n'a aucune ambition, comme il a dit. Donc, qu'il laisse ceux qui ont des ambitions prendre en main le parti et l'amener là où il faut. On ne peut pas être vraiment un parti qui s'accroche à une locomotive. Pour conclure provisoirement sur l'état du Parti socialiste sénégalais, Dembasso, à quoi sert finalement ce parti aujourd'hui? Est-ce que le PS sénégalais est devenu une sorte de variable d'ajustement à l'APR, le parti présidentiel de Macky Sall? Non, je pense que les choses sont plus compliquées que cela. Bon, j'entendais mon ami Dor, je fais souvent référence à lui parce que je le connais bien. Je découvre Aïssata Tall. C'est vrai qu'on a cheminé ensemble, Dor et moi, de 2009 à 2012, plus que cheminé. Nous avons milité activement pour le départ du président Wade au pouvoir. Bon, moi, je ne me suis rendu compte, et c'est vrai qu'il est constant dans sa position. Il a toujours dit que le PS devait revenir à la maison, puisque nous avons gagné, que chacun aille de son côté. Et je le salue pour cette constance. Mais je me suis rendu compte de, entre guillemets, son échappée belle, pour rester poète, quand ils ont refusé, quand ils ont appelé à voter non au référendum. Et c'est là que, oui, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture et qu'il était cohérent dans sa position, même si aujourd'hui ils sont candidats à des députés grâce à un référendum qui a permis quand même à ce que ces députés soient mis en place dans les Sénégalais de l'étranger. C'est vrai. Mais maintenant, le PS est un grand parti au Sénégal. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce parti-là, pour son histoire, pour ce qu'il représente pour la démocratie sénégalaise. Il fut un grand parti ou il est toujours un grand parti? Mais vous permettrez aussi que je ne m'immisce pas tellement dans les affaires internes. Ah, mais en tant que Sénégalais, vous avez votre regard quand même sur oui, c'est un acquis démocratique de ce pays. Parce que le PS a été un grand parti quand même comme au Sénégal. Le PDS l'a été, parti qui a dominé comme la politique pendant de nombreuses années. Ils ont contribué à vivifier la démocratie sénégalaise. Maintenant, il y a une crise dans le Parti socialiste. Mieux on résout la crise, mieux c'est pour la démocratie sénégalaise. Mais ces choses-là, encore une fois, Francis, c'est comme la vie, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais je pense que Ousmane Tanor Dieng est un grand homme d'État. Aïssata Tall Sall est une militante socialiste méritante. On ne peut pas lui enlever cette étiquette. Vous êtes d'accord avec tout le monde, finalement? Non, je constate. Je fais des constats sur les personnalités. Maintenant, je dis, je ne peux pas m'aventurer à aller au fond des choses. Parce que, voilà. J'aurais été beaucoup plus à l'aise si c'était la paire, mais
Grâce à Dieu, on n'a pas encore ces problèmes-là. Dorossi? En fait, ce que je voulais faire un clin d'œil à mon ami Demosso, c'est qu'il a été militant du Parti Socialiste aussi. Hein. Il connaît très bien le Parti Socialiste. Sympathisant. Tout le monde est allé à la source du Parti Socialiste. Mais on est désolé, cette situation, on ne l'a pas voulu. Mais ça aurait été vraiment génial que le Parti Socialiste donne une autre image. Mais malheureusement, on a eu cet impair et cette passe qui n'est pas bonne. Est-ce qu'on est en train d'assister, Dorossi, sur une sorte de dilution du PS au sein de cette coalition Benno Bokk Yakaar? Est-ce que c'est le crépuscule du PS aujourd'hui? Dans quel état ce PS sortira de ces législatives? Mais j'espère que ces législatives-là vont être une sorte de primaire. Moi, j'ai toujours appelé à une alliance, à une coalition entre Aïssata Tall Sall et Khalifa Sall. Ça aurait donné de la gueule. Ça aurait donné comme information où se trouve le PS réel. On aurait eu cette information. Mais malheureusement, notre camarade Khalifa Sall est allé s'allier avec Idrissa Seck et d'autres personnes. Mais mais nous avons l'ambition de donner un signal fort. Nous, à Oser l'avenir avec Maître Aïssata Tall Sall. On va essayer de travailler et de nous faire comprendre auprès des Sénégalais pour qu'on ait un score tel que on ne pourrait que comprendre le PS réel est là. Très bien. Nous, on garde la maison. Puisque vous parlez de Khalifa Sall, je voulais vous demander rapidement, Ndiaye Satala Diop, c'est votre tête de liste. Maire de Dakar, actuellement en prison depuis 100 jours, pour, entre autres, malversation financière, ce qu'il conteste évidemment. Et comment votre coalition va-t-elle surmonter cette difficulté d'avoir une tête de liste qui est toujours en prison? Avant de répondre à votre question, Francis, je voulais rebondir sur ce que dit Doro. De dire Khalifa Sall allait s'allier avec Idrissa Seck. Doro, il faut savoir qu'une coalition, quand on fait une coalition, les gens qui veulent participer à la coalition viennent. On échange et on voit si notre direction est cohérente avec la direction de l'autre. C'est comme ça qu'on peut aller. Le PDS, quand ils ont vu que ça n'allait pas, ils sont sortis. Idi est venu, et il n'y a pas que Idrissa Seck, il y a Malick Gakou du Grand Parti, on a Jean-Paul Diaz, il y a Cheikh Bamba Dièye, il y a Moustapha Sy Djamil. Toutes ces personnes sont dans cette coalition. Il n'y a pas que Idrissa Seck. Il ne faut pas tirer Idrissa Seck seulement du lot. Très bien. Voilà. Par contre, parlant de Khalifa, on a toujours une pensée pour Khalifa quand on parle de politique. Parce que c'est une personne que, quand on le côtoie, ce n'est pas un messie, ce n'est pas un prophète. Mais cette personne dégage quelque chose. Le travail qu'il a fait sur Dakar, tout le monde le sait. On n'a pas besoin de l'expliquer. Il y a beaucoup de changements à Dakar et c'est ça qui a fait peur. La première chose qu'on lui a interdit, c'était les emprunts obligataires. Il s'est battu. Aller en justice et perdre. Là, on l'accuse d'une chose qui existe depuis des décennies, qui n'a pas une caisse. Lui, certes, il l'a fait, d'après ce qu'il nous a dit. Il l'a fait pour des personnes en difficulté et que pour rien au monde, il ne le dira. Parce que ces personnes, quand ils venaient, même leur famille ne savait pas qu'ils étaient en difficulté. Il les a aidés. Mais parlons de la caisse de l'Assemblée. Parlons de la nouvelle caisse HCCT pour Tanor, la caisse du Palais, la caisse même de la première dame. J'entends bien dire, voilà. Sauf on ne va pas évidemment ouvrir le dossier d'instruction ici. Non, juste en quelques mots que vous nous disiez. Mais j'aime m'arrêter dessus parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on explique aux gens. Dans la politique, nous qui sommes dans la politique, il y a des choses qu'on sait et que la personne lambda ne connaît pas. Il faut qu'on le dise. Que quelqu'un se lève pour dire tel a volé et tout le monde dit tout le monde a volé. Non, c'est pas ça. Il y en a qui utilisent l'argent public pour le public. Très bien. Voilà. Vous nous direz, après la publicité quand même, Ndiaye Satala Diop, comment vous allez pouvoir surmonter cette difficulté d'avoir une tête de liste de votre coalition qui est toujours maintenue en détention. Vous nous l'expliquerez donc après la publicité. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Les Sénégalais de l'étranger face aux enjeux des prochaines élections législatives. Ça sera le 30 juillet prochain au Sénégal. Nos invités pour en parler, Dorossi Demba-So et Ndiaye Satana Diop, qui va donc m'apporter la réponse sur cette difficulté que votre coalition aura donc à surmonter avec une tête de liste et le maire de Dakar toujours maintenu en détention depuis 100 jours maintenant. Ouais. Merci Francis. C'est vrai, c'est difficile pour nous. Mais sachez que Khalifa ne s'est jamais proclamé qui que ce soit. C'est nous qui l'avons voulu. On l'a choisi. C'est nous qui l'avons choisi. Khalifa n'a jamais dit « je suis candidat à telle ou telle chose ». Je lui ai posé la question moi-même. De sa bouche, il m'a dit « le temps voulu, je dirai ce qu'il y a ». Mais nous, c'est nous qui l'avons porté. Mais c'est vrai, c'est difficile. C'est difficile de faire campagne alors que le leader, on ne peut même pas le joindre, on ne peut pas le voir. C'est très difficile, mais on persévère. Mais ça va créer un précédent juridique tout à fait on n'a jamais vu ça. Si je puis dire. S'il était élu, par exemple, il serait toujours maintenu en détention. Un député en détention, en principe, il faut une levée d'immunité parlementaire pour poursuivre un député. Sauf que c'est un imbroglio juridique judiciaire qui est en train de se... Je pense qu'on est en train de le poursuivre avant qu'il soit député. Oui. Voilà, donc on ne va pas dire qu'en milieu, on va te lever l'immunité parlementaire. Oui, parce qu'il n'y a pas encore d'immunité. Voilà. Il n'y a pas encore député. Il n'y a pas encore d'immunité. Et il n'est pas encore candidat à la présidentielle non plus. Mais écoutez, peut-être ce sera un précédent qu'on ait le président de l'Assemblée nationale qui est un président. Oui. Voilà. Je disais ça parce qu'il a aussi quelques ambitions présidentielles également, Khalifa Sall. Il a des ambitions, il a des ambitions et je suis ravi qu'il ait des ambitions. C'est quelqu'un qui travaille, qui aime son pays. Tout ce qu'il fait, c'est pour son pays. Et s'il est en prison, c'est pour son pays. Voilà, c'est pas pour lui-même. Alors, mais la difficulté, comme vous dites, ça existe, mais on fera tout pour la surmonter. Alors parlons à présent de la grande nouveauté que vous incarnez ici. Donc pour la première fois, les Sénégalais éliront aussi des députés de l'étranger. Dorossi, est-ce qu'il s'agit là d'un événement majeur pour la démocratie sénégalaise ou pas? Je pense que c'est un pas important qui a été franchi. Les Sénégalais de l'extérieur occupent une place très importante au niveau de la vie nationale au Sénégal. Pour rappel, ce qu'on sait, dans les envois d'argent, la diaspora sénégalaise participe à hauteur de 1000 milliards de francs CFA par an. 1000 milliards de francs CFA par an en termes de contribution dans la marche du pays. C'est 10% du PIB. Donc la diaspora, c'est vraiment temps que la diaspora soit reconnue sur le plan institutionnel et qu'on puisse avoir des députés issus de la diaspora et élus par la diaspora. Donc ça, c'est un événement, pour moi, important dans la démocratie. Le reste, c'est que la diaspora, les Sénégalais, ils vivent des situations diverses, faites de difficultés dans leur pays d'accueil, mais aussi de difficultés lorsqu'ils partent au Sénégal. C'est ça. Et nous avons des propositions par rapport à ça. Et je pense que il faudrait qu'on ait à l'esprit quelque chose d'important pendant cette campagne électorale. C'est que l'État sénégalais, par rapport à l'État français, ne peut pas peut-être faire beaucoup de choses concernant la vie des Sénégalais à l'intérieur des pays d'accueil, notamment sur le contrat de travail, notamment sur la protection, notamment sur les questions de santé. Mais je pense que par rapport à la qualité de la coopération entre, exemple, la France et le Sénégal, la France et la Belgique, la France et l'Allemagne ou la Suisse ou le Luxembourg, je pense qu'on peut créer des conditions pour mettre en place des accords qui permettent aux Sénégalais de vivre sereinement et avec pas trop de difficultés dans leur pays d'accueil. L'autre aspect, et nous avons des propositions sur ça, c'est que lorsque les Sénégalais ont envie de vivre encore au Sénégal, de participer à la vie au Sénégal. Oui. En tant que Sénégalais, chacun a envie de construire une maison au Sénégal, de faire des choses au Sénégal, d'aller voir des parents au Sénégal et de participer même au développement du Sénégal. L'État du Sénégal doit être organisé, articulé, faire une construction de telle sorte que les Sénégalais puissent s'épanouir sur ce plan-là. Et ça, je pense que il faut que nous allons dans ce débat-là. C'est à ce niveau-là qu'on pourra avoir l'attention des Sénégalais qui vivent dans cette partie de la diaspora.
Dembasso, qu'est-ce que vous dites à vos futurs électeurs? Alors, en tant que tête de liste de la coalition présidentielle. Il s'agit d'abord pourquoi j'ai accepté de candidater jusqu'à être investi et avoir l'espoir de gagner. On vous l'a demandé? Non, j'ai voulu, oui. Voilà, mais parce que je pense que nous-mêmes pouvons porter nos propres préoccupations et nos propres revendications. Alors vous m'excuserez du terme revendication. On le disait en off. C'est pour ça que mon ami Dora a parlé de Macron. Absolument, je suis ouvrier syndicaliste. C'est ça. Je suis arrivé en France en 1973. J'ai toujours travaillé à la sueur de mon front. Et j'ai milité dans des petits partis trotskistes en France parce que moi, voilà, c'était pas pour accéder au pouvoir. C'était plus parce que moi, je pense que le bulletin de vote n'a jamais changé le quotidien du peuple. C'est la revendication, la manifestation et l'occupation des usines. Mais aujourd'hui, je l'ai dit une fois au président Macky Sall. J'ai l'impression d'entendre le Sénégal insoumis, là. Grâce à vous, nous avons été du même parti. Dans sa jeunesse, pas dans la mienne. J'ai dit au président Macky Sall, grâce à vous, j'ai réussi à faire de ma passion un métier. C'est-à-dire celle d'être au service des gens. J'ai pris 4 ans de disponibilité française pour aller au consulat du Sénégal, pour vivre le quotidien de mes compatriotes. Maintenant, c'est comme si je faisais un bilan en fait de ma mandature de 4 ans. Maintenant, comme l'a dit Doro, mais d'abord il y a le quotidien des Sénégalais en France. Ils sont confrontés à des difficultés administratives internes au Sénégal, mais extraordinaires. On ne peut pas savoir quand il résout le problème d'un passeport ou d'une carte de séjour ou de la filiation de ton enfant qui est né ici. Parce que j'ai fait un peu le rôle de médiateur. Parce que ça ne veut pas dire que les équipes qui sont en place ne font pas leur boulot. Ils le font. Avec combien de difficultés d'ailleurs? Parce que moi, le premier, nous sommes un peuple exigeant. Les Sénégalais de France, ils sont très exigeants. Mais en même temps, les Sénégalais qui travaillent à leur disposition ont besoin de temps pour leur faire comprendre toutes ces démarches inextricables. Alors depuis 4 ans, je pense avoir ouvert avec d'autres, avec ceux que j'ai trouvés là-bas, j'ai la modestie de reconnaître qu'on est une équipe, que les Sénégalais puissent entrer au consulat, le cœur serein, et en sortir le cœur serein. Donc on a entamé pas mal de choses. Maintenant, il fallait au-delà, les préoccupations d'ici et de là-bas. Voilà pourquoi je me suis engagé, pensant être assez au fait des choses, pas plus qu'on autre, pas moins qu'on autre, mais comme tous les autres, pour pouvoir essayer de régler leurs problèmes, parler des projets de loi, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. On revient d'aborder les logements. Combien de Sénégalais se sont fait gruger ici par des promoteurs véreux? Combien de Sénégalais décèdent et ne peuvent pas rentrer au Sénégal? Combien de Sénégalais veulent investir au Sénégal? Nous avons tant de choses, une législature ne suffira pas. Mais c'est un début, enfin, et ça aussi, il faut rendre hommage au président Macky Sall. Et ça faisait partie des revendications d'Oro, des travailleurs sénégalais en France, que nous avons toujours portées ici. Il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Il n'y a pas que les militants de la paix qui ont porté ces revendications. Mais il a fallu que le président Macky Sall arrive au pouvoir pour qu'on concrétise nombre de préoccupations de nos compatriotes. Il fallait bien que vous rendiez hommage à Macky Sall à la fin de votre propos, évidemment. On comprend bien Ndiaye Satala Diop. Dans quelques instants, on va écouter le Flash Info de 19h. Vous pourrez donc vous exprimer plus amplement ensuite. Mais en quelques mots, quand on entend Dorossi et Dembasso, on se dit finalement, tout ça, voilà, on a affaire à des projets fédérateurs finalement. Il n'y a pas de clivage. C'est vrai, il n'y a pas de clivage parce que nous tous, on rencontre les mêmes problèmes. Nous tous, on rencontre les mêmes problèmes et nous tous, on veut des solutions. Mais comme le disait tout de suite Demba, peut-être Macky Sall a donné la possibilité qu'il y ait ces députés, mais c'est une demande qui date de très 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 longtemps. Par contre, ce que je regrette, c'est que il l'a fait comme ça. Il l'a fait quand même. Il l'a fait, mais rien n'est mis en place pour le fonctionnement. D'accord. Ça, je suis désolé. Je pense qu'il l'a fait. Il a parlé des prérogatives des députés, mais on risque de rencontrer des conflits de compétences. Parce que nous tous, ce qu'on aspire, aider le Sénégalais et tout, ces missions existent déjà dans des consulats. Est-ce que ça se fait? Pour moi, je dis non. Si ça se faisait, il n'y aurait pas besoin de ces députés. Voilà, je coupe en attendant. On va reprendre le propos, vous allez pouvoir. Oui, voilà, vous avez bien annoncé, évidemment. Vous pourrez présenter l'émission à ma place, hein, vous le faites très bien. Oui, je peux être animatrice. Dans quelques instants, le Flash Info de 19h sur la radio africaine. On se retrouvera ensuite. Nous serons ensemble jusqu'à 19h20 pour ce grand débat. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo.
la première fois, en effet, lors des législatives du 30 juillet prochain, les Sénégalais seront appelés à élire des députés de l'étranger. 3 candidats sont avec nous dans ce grand débat. Ndiaye Satala Diop, candidate des Sénégalais de l'étranger, tête de liste de la coalition Manko Tahaou au Sénégal, dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Demba Sow est avec nous, candidat des Sénégalais de l'étranger, tête de liste de la coalition présidentielle Beno Bok Yakar, dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord, coordinateur en France de la délégation des Sénégalais de l'extérieur de l'Alliance pour la République, l'APR, le parti présidentiel. Dorossi est avec nous également, tête de liste de la coalition Oser l'avenir dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Ndiaye Satala Diop, c'est à vous de reprendre la parole pour nous donner quelques indications sur votre campagne justement. Que peut-on attendre des députés de l'étranger après ces législatives? Voilà, donc après ces législatives, vraiment si on est élu, moi je souhaite vraiment représenter dignement la diaspora, venir donner apporter des solutions aux difficultés que nous rencontrons, comme ce qu'on disait juste avant la pause. On sait que les Sénégalais rencontrent beaucoup de difficultés, que ce soit dans leur pays d'accueil, parce que quand on dit diaspora, il ne faut pas croire que diaspora, c'est uniquement la France. On a des Sénégalais qui sont en Afrique, on a des Sénégalais qui sont en Asie, des Sénégalais qui sont en Amérique. Donc tout ce monde, c'est la diaspora. Donc ce que je souhaite, c'est que les députés qui seront investis pour représenter ces Sénégalais, les représentent dignement dans cette Assemblée nationale. Débattre des problèmes que nous rencontrons. On rencontre des problèmes dans les pays d'accueil comme nous le rencontrons au niveau de la diplomatie. Notre propre diplomatie, on a des problèmes quand on y arrive. Rien que, pour ne pas les citer, la confection de ces cartes d'élection, c'est tout un problème. C'était honteux de voir comment ça se passe. D'aller au consulat, c'est la même chose. Quand la commission se déplace, ça revient au même. Les gens ont peiné. Parce que faire une carte d'identité, se lever à 5 heures du matin, comme si on va à la préfecture pour chercher une carte de séjour, je trouve ça assez honteux. Oui. Voilà. Il y a des personnes qui sont parties. Pas d'accord avec vous? Absolument pas. Ah non. Et j'ai des preuves tangibles. Moi, mes 2 enfants n'ont pas pu y avoir leur carte d'identité. Et pendant 2 jours le week-end, ils se sont levés à 5 heures du matin. Ils ont été pour s'inscrire. Au consulat, ils n'ont pas pu y aller parce qu'ils travaillent. Une a pu avoir. Les 2 autres sont partis quand la commission est venue. 4 ou 5 jours sur Mantes-la-Jolie. Le samedi, 5 heures du matin, on y est. Et j'étais avec eux jusqu'à 13 heures. À 13h moins 10, on prend le micro pour dire ceux qui habitent à Mantes, vous rentrez chez vous. La commission fait une pause jusqu'à 15h. Les autres, vous patientez. Qui a du temps à perdre comme ça? Et ce sont des gars, ce sont des jeunes. C'est pas moi. Moi, j'aspire à quelque chose. Je suis né au Sénégal. J'ai grandi au Sénégal. Je veux retourner au Sénégal. Mes enfants sont nés ici. J'ai fait l'effort, chaque année que je le pouvais, de les amener en vacances pour qu'ils aiment le pays d'origine de leurs parents. Maintenant qu'on fasse une carte d'identité, on les fait faire le parcours du combattant. Mettez-vous à leur place. Samedi, ils sont venus. Dimanche, ils sont venus. Ils n'ont pas pu avoir de carte. Demba Sow. Si je puis me permettre, il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis pas dans la polémique. Approchez-vous du micro, Demba Sow. Parce que le fait que la commission aille à Mantes-le-Joly n'est même pas une obligation. Normalement, excusez-moi, les cartes se font au consulat. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'inscrits, plus de 1000. La commission a fait l'effort d'aller à Mantes. Mais tous ceux qui sont passés au consulat, on a mis un système de prise de rendez-vous, comme dans toutes les administrations françaises, puisque vous citez souvent la France. Mais excusez-moi du peu. Les compatriotes qui ont rendez-vous, comme vous dites, parcours du combattant à Bobigny ou à Nanterre, s'ils ont rendez-vous lundi à 8h, ils partent dimanche à 15h. Je sais. Mais nous, au consulat, j'y étais les 4 mois d'inscription. On a commencé le 19 décembre, nous avons terminé le 16 avril. J'ai fait les 4 mois du lundi au samedi, et avec la commission tournante. Évidemment, maintenant, il y a des petits problèmes, mais de décrire la situation, comme vous le dites, ma sœur Ndiaye Satala, 56 000 inscrits en 4 mois, parce qu'on a refondu totalement le fichier. On a recommencé à zéro. De Macky Sall jusqu'à Demba Sow, personne n'avait de carte d'identité. Moi, je me suis inscrite au consulat. Donc, on a mis en place un système de rendez-vous. 56 000, c'est quand même pas mal. J'ai pris rendez-vous pour le consulat, mais dites aux gens, il faut dire aussi que le rendez-vous du consulat, on n'a pas d'heure. Je suis arrivé à 9h, je suis sorti à 14h. Mais la question qu'on se pose de Rossi, c'est au fond, à quoi sert un député des Sénégalais de l'étranger?
l'étranger, parce que est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous deveniez de simples relais administratifs, je dirais presque, je ne veux pas dire des coursiers de l'administration, ou alors je dirais des variables d'ajustement de l'administration. Comment va s'articuler votre activité de député de l'extérieur avec celle des députés de l'intérieur? Est-ce que vous siégerez par exemple de temps en temps au sein de l'hémicycle à Dakar? Mais oui, c'est le rôle du député de siéger. Donc vous allez partir d'ici pour vous installer donc à Dakar? Non, mais le problème c'est qu'on est au 21e siècle. Oui. On vous fait pouvez aller temps pour aller à Dakar. D'accord. Donc vous n'êtes pas obligé de siéger en permanence. Non, c'est bon de savoir quand même pour ceux qui vont voter où seront leurs députés et comment leurs députés vont pouvoir travailler. Ce qui est important, c'est que le député ne soit pas détaché de son lieu d'élection, c'est-à-dire de son département. Moi, je pense que nous n'avons pas vocation à aller habiter au Sénégal. On doit pouvoir vivre avec nos électeurs pour nous enquérir de leur situation et ça parce qu'on a vu les députés français de l'étranger être toujours à Paris, quoi. Oui, mais bon. Et jamais dans notre circonscription. C'est pas des exemples à suivre. C'est pas des exemples à suivre. Mais vous serez proche de vos électeurs, enfin de vos nous avons cette ambition. Et je pense que tout le monde sur cette table a cette ambition. Mais ce qui est important, c'est que il faut que les choses changent. Les députés, ils ont un rôle à jouer au niveau de l'Assemblée. Ils doivent pouvoir participer à faire passer des propositions de loi. Et ces propositions de loi-là doivent rendre beaucoup plus visible et cohérent notre action à l'extérieur, vis-à-vis des pays d'accueil et vis-à-vis de nos compatriotes qui vivent à l'extérieur. La première chose à faire, je pense que ça va être un signal fort, c'est qu'il faut participer à rendre les consulats et les ambassades des lieux communs à tous les Sénégalais. Il n'est pas acceptable qu'un parti politique au pouvoir s'accapare de tous les postes dans les consulats, dans les ambassades. Ça, c'est inacceptable. Il faut l'arrêter. Ça, c'est une dérive qu'on avait constatée avec le président Wade. Et malheureusement, le président Macky Sall l'a copié et l'a amplifié. D'autant plus que ce sont ces responsables locaux du parti qui occupent des postes de responsabilité au niveau des consulats et des ambassades. C'est inacceptable. Il faut arrêter ça. On n'est pas dans une démocratie mineure. Je pense qu'on est au Sénégal et il faut qu'on fasse ce pas qualitatif. Le deuxième élément, je pense aussi qu'il faut qu'on aborde les questions que vivent les Sénégalais. Les questions sociales, les questions administratives, des questions d'aide et d'intégration des étudiants, des questions qui concernent comment remettre à plat tous ces accords-là où les Sénégalais ne s'y retrouvent pas. Accompagner nos compatriotes qui sont dans des situations de précarité, non seulement au niveau administratif. Donc ces questions-là, nous allons les aborder et j'espère qu'on aura une émission beaucoup plus large où on pourra expliquer ces propositions. Certainement. Mais il faudrait que le député de la 13e législature des Sénégalais de l'extérieur doit être visible. Il doit vivre avec ses compatriotes. Il doit prendre en charge les problématiques que vivent ses compatriotes dans son pays, enfin dans sa zone d'élection, et pouvoir être en conformité avec la marche du pays. On ne doit pas être coupé des préoccupations des Sénégalais. On est des Sénégalais à part entière et pas entièrement à part. Pas entièrement à part, pas entièrement à l'étranger non plus. Non, on est à l'étranger, mais c'est Dieu qui a fait qu'on vive à l'étranger. On participe à la vie sociale au Sénégal et on vit ici, mais je pense qu'aussi on participe pleinement au développement du Sénégal. On doit nous respecter dans ce sens-là. En tant que tel. Ouais. Dembasso, oui. Oui, non, je voulais apporter une précision parce que je sais l'obsession de mon ami Dore sur les nominations des responsables politiques de la paire dans les juridictions françaises, Lyon, Marseille, Bordeaux. Non, mais souvent on a eu ces discussions. Mais Francis, le consul général du Sénégal à Paris, pour ne parler que de lui, a vécu 20 ans en France. Oui. Moi, j'ai connu nombre de consuls comme mes adversaires d'un soir, mes compatriotes de toujours autour de cette table. Dore et moi avons fait des choses au consulat pour combattre ce qui s'y passait. Mais il fallait voir avant. Mais le consul d'aujourd'hui, son bureau est ouvert du lundi au vendredi. Il n'y a pas de rendez-vous. Oui. C'est une expérience qu'on met au service des gens avec lesquels on vit. Aujourd'hui, il n'a pas de couleur politique. Et ça fonctionne. Personne ne peut savoir s'il est de la paire ou pas. Oui. Dore le premier ou le job. Si on est objectif. Si on est objectif. Parce qu'on voit que les choses ont changé. Moi, j'avais pris date.
en novembre 2010. Apparemment, il ne fait pas l'unanimité. Mais c'est normal. Non, mais si on est partisan et qu'on est dans le... Moi, personnellement, s'ils disent des choses objectives, c'est pas parce que je suis au pouvoir que je vais les contredire. S'ils disent des choses qui vont dans le sens de la marche du pays. J'ai pris date en novembre 2010 dans un foyer qui s'appelle Saint-Just, en disant aux Sénégalais qui étaient dans la salle, je vous donne rendez-vous en 2017 pour faire le bilan et le point de ce que nous avons tenu comme engagement ou pas tenu. Parce que quelqu'un m'avait dit, Demba, fais attention, des gens du PDS se sont fait huer ici. J'ai dit, moi, en toute modestie, en 2017, personne ne nous huera dans les foyers. Et là, on prend date en 2022, parce que maintenant, les Sénégalais, comme tous les peuples du monde, personne ne peut les duper avec un bulletin de vote ou des promesses. D'ailleurs, moi, je ne fais pas d'engagement. On se donne rendez-vous en 2022 pour que nos compatriotes de nos départements respectifs nous disent qu'est-ce que vous avez fait, en quoi vous avez changé nos vies. Donc, le fait que les consuls soient ici, le président a eu un choix judicieux de mettre des gens issus de l'immigration au service de ces gens-là dans les divers consuls. Avant le consul, tu le voyais de loin, il fallait dégager la route. Il était dans l'ascenseur, il était tout seul. Personne. Edouard ne me contredit pas. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Parce que nous sommes ici de l'immigration, nous sommes entre nous, nous connaissons nos problèmes. Ceci dit, vis-à-vis sont sceptiques. Je suis d'accord, mais c'est normal parce qu'il ne va pas. C'est le principe de la bouteille à moitié vide ou à moitié plein. Mais moi, je la vois à moitié plein. Rapidement, allez-y, terminez Dembasso, s'il vous plaît. Ouais, je voulais dire, je suis entièrement d'accord avec Dor, mais la différence, c'est que il faudrait que nous ayons des bureaux permanents. Ici, moi, par exemple, je revendiquerai un bureau permanent pour aller dans les différents départements, m'enquérir de la situation des compatriotes. On ira qu'en séance plénière à l'Assemblée nationale, mais sinon on n'a rien à y faire. Nous n'avons d'autre choix que de continuer à essayer de régler en faisant des propositions de loi, en légiférant pour régler le problème de nos compatriotes auxquels nous sommes tous d'accord ici, que nous connaissons bien puisque nous en sommes et nous les vivons. Voilà. De Rossi, rapidement, très rapidement, il nous reste un peu de temps. Qu'on s'entende bien, il est hors de propos me concernant en ayant des attaques personnelles vis-à-vis du consul ou qui que ce soit. Je constate. J'ai travaillé avec eux. Je constate que le consul, il était le responsable des cadres de l'APR. Il en a fait le consul général à Paris. Il fait bien son travail. Le vice-président, le vice-consul, c'était la responsable des femmes de l'APR. C'est le cas actuellement. Il fait très bien son travail. Mon ami Dembosso, est-ce qu'ils sont compétents ou pas, tous les gens que vous citez? Non, mais le problème, c'est pas la compétence. Le fait d'appartenir au parti présidentiel n'est pas en soi un défaut. Le problème, c'est pas la compétence, c'est le mélange des genres. Quand on est républicain, comme le réclame le président Macky Sall, il doit poser des actes qui sont à l'image de la République. Il n'est pas concevable que lui, le président Macky Sall, soit le président du Sénégal et le président de son parti. C'est pas acceptable. Ça ne pas de lui. C'est pas acceptable. Il n'est pas concevable qu'on nomme. Il n'est pas concevable. Mais Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'est le passé. Oui. On vous invite à faire des sauts qualitatifs en termes de démocratie et en termes de respect des normes républicaines. Je vous dis que c'est inacceptable qu'un parti qui arrive au pouvoir et qui installe ses militants au poste de responsabilité. Je ne parle même pas de Lyon, je ne parle pas de Bordeaux, je ne parle pas des autres consulats en France. C'est le cas partout, même à Bruxelles, c'est partout comme ça. Mais le travail est très bien fait, mon cher Dor. Bon, il me dit que le travail est très bien fait. Satisfaits. C'est à l'image de ce qui me sépare de Dembosso, c'est-à-dire que moi je suis dans des postures républicaines et de changer les choses en termes qualitatifs, parce qu'on peut ne pas être militant et faire très très bien son travail aussi. Mais si on peut le faire, tant mieux. Il n'est pas concevable que les Sénégalais se retrouvent en face du bureau local de l'APR. Est-ce que nous sommes dans les bilans? Alors, il nous reste 5 minutes. Alors, en quelques mots, Ndiaye Santala Diop, on n'en a pas parlé, mais quel bilan peut-on faire de l'Assemblée sortante? Moi, je ne vois pas de bilan. Je ne vois pas de bilan. Aucun bilan. Ils ne nous ont rien présenté. Donc, moi, le bilan, c'est 0 pointé. À 0, carrément. 0 pointé. Écoutez, c'est très clair. De Rossi? Alors, certains disent que la 12e législature, c'est la législature la plus nulle de l'histoire politique du Sénégal. Ah, carrément. Carrément. Ils en sont mais ils sont en train de faire le bilan actuellement. Et quel est le bilan? Ils disent qu'ils n'ont voté qu'une proposition de loi d'émanation de l'Assemblée. Ou, quel était le sujet? Le règlement intérieur de l'Assemblée. À part cela, ils n'ont fait qu'avaler, d'accepter, que se coucher devant les projets de loi du gouvernement. C'est inacceptable. Et au Sénégal, on a connu des scandales qui sont liés à la gestion du pétrole, qui sont liés à l'affectation des terres, qui sont liés au fait d'envoyer nos soldats au Koweït, etc., etc. Des sujets
que pouvait s'emparer la législature et donner toute la lumière au peuple sénégalais. Ils ne l'ont pas fait pendant toute cette législature. Et je comprends bien pourquoi le président de leur groupe majoritaire a décidé qu'il ne va plus se représenter. Il est tellement choqué parce qu'il a vécu pendant 5 ans qu'il se retire. Donc c'est pour vous dire l'état de cette législature. Mais j'espère que la 13e, où on va siéger, va être une législature de qualité. Le peuple sénégalais le mérite. Oui, donc évidemment, vous comprendrez que je ne partage pas du tout le point de vue du 0 point. Ah, mais vous êtes quand même... Et des députés qui se couchent. Il faut du même pays quand même. Oui, non, il faut représenter et respecter la représentation nationale. Opposé. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Samba Demaniaï, qui est élu de Yumbel. Ses administrés ne diront pas qu'il s'est couché dans les... Il a fait pas mal de propositions. Mais en plus, on ne juge pas la qualité d'une législature, mais je ne suis pas expert en la matière. J'ai entendu Maître Major Fall dire que ce n'est pas au nombre de propositions de loi qu'on juge la qualité d'une législature. Je fais confiance à Maître Major Fall. Mais quand il fait pendant toutes ces années... En tout cas, ce que je constate, c'est que l'Assemblée a voté le référendum qui permet à mon ami Doro, bien qu'ayant voté non, de postuler aujourd'hui pour être représentant des Sénégalais de l'excès dans les communes de... Ah oui, entre autres. Parce que moi, j'aurais été le... Si j'avais voté non, je ne me présenterais pas. Entre autres. Ah oui. Ah oui, il parlait de cohérence et de conséquence. Écoutez, charité bien notée, se conforme quand même à la vie démocratique de notre pays. À moins qu'on dise comme André Léniel, vous avez politiquement tort parce que vous êtes... Il se conforme aux lois et aux règles en vigueur dans votre pays. Non, mais pour revenir sérieusement aux choses, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'or, globalement, les assemblées, aujourd'hui, il y a le 18 juin, je ne vais pas faire une émission dans les affaires internes de la France. Tout le monde dit que le président actuel a une chambre d'enregistrement avec plus de 350 députés. Mais il est normal que quand on est majoritaire, on défende les projets de loi proposés par le gouvernement, par le président, si tant est qu'ils vont dans le sens de l'amélioration des conditions des Sénégalais. Donc, je suis absolument en désaccord total sur le jugement, entre guillemets, quoi. Parce qu'en plus, qui sommes-nous pour les juger ? Qui sommes-nous pour les juger? Dembasso a eu un jugement, enfin son jugement était étayé quand même. On constate. Le jugement était étayé. Oui, mais ça, c'est les étayages de mon ami Dorossi. Quand il dit qu'on a voté le règlement intérieur pour améliorer le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et il y a des députés socialistes qui y sont, il y a des députés karimistes qui y sont, ils n'ont pas quitté l'Assemblée pendant les 5 ans. Excuse-moi, de ta coalition qui y sont, ils n'ont pas quitté. Barthélémy Diaz dont on parle, il n'a pas quitté l'Assemblée nationale au bout des 5 ans, il n'a pas démissionné. Non, il ne peut pas quitter. On peut démissionner, mais quand les choses ne me conviennent pas, comme dirait l'autre, un ministre ça démissionne ou ça faire, mais un député, ça accepte ou ça s'en va. Non. Demba, tu ne vas pas me dire que quand tu vas... Voilà, excusez-moi. Tu ne vas pas me dire que... C'est vous qui allez conclure. Voilà, si tu étais élu et que les choses ne vont pas comme tu le veux, tu ne vas pas te battre à l'Assemblée. Absolument. Un député se bat à l'Assemblée. Moi, je ne connais que me battre. On me dit non que je sors. Non. J'aime ma République et je la sers. Voilà. Donc, on est là, c'est pour se battre pour des convictions et au niveau de cette Assemblée. Parce que ce qui s'y passe, il n'y a pas que nous, même dans votre camp, vous le savez. Vous le savez. Moi, j'ai jamais vu une Assemblée où les gens se lèvent, s'insultent, se bagarrent. Au Sénégal, on n'a jamais vu ça. On se gifle, on se jette des chaussures. On se gifle quand même. C'est une drôle d'ambiance. Il y a pas mal de parlements où les parlements c'est chaud. En général, c'est la démocratie, c'est la vivacité de la démocratie. C'est la vivacité de notre démocratie. Ici, on s'est battu. C'est cet exemple qu'on montre ici, à nos on s'est battu. enfants. C'est ça la démocratie. Ici, aux États-Unis, on s'est battu. En matière de démocratie, alors je vais rappeler à vos électeurs, une vieille tête de liste de la coalition Manko Tahaou Sénégal dans le département Europe de l'Ouest, du Centre du Nord, Dembasso, tête de liste de la coalition présidentielle Beno Bok Yakaar dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Dorossi, qui est également candidat, tête de liste de la coalition Oser l'avenir dans le département Europe de l'Ouest, du Centre et du Nord. Il me reste à vous souhaiter bonne campagne. Merci beaucoup, on va certainement Francis. Consacrer encore une ou deux éditions du grand débat à cette campagne, à cette nouveauté quand même, l'élection des députés de l'étranger pour le Sénégal. C'est un événement quand même important pour la vie démocratique au Sénégal. Donc il est bon évidemment de s'y intéresser. Merci à toute l'équipe du grand débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Après le grand débat, vous avez rendez-vous avec le journal des auditeurs de Stéphanie Hartmann. Vous pouvez réécouter ce grand débat dès ce soir sur notre site africa1.com en podcast bien sûr à la rubrique Le Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat